Veuillez m'excuser de retard, alors que Oui, s'il vous cette plaît, fois-ci, s'il je vous viens plaît, s'il vraiment vous donc à plaît. vous suivre avec des retards. Mais Je n'ai même pas recommencé. S'il vous plaît, veuillez arrêtez m'excuser, votre s'il vous plaît. micro. Arrêtez votre micro. S'il vous plaît. C'est même qui? Arrêtez le micro. Écrivez un message, s'il vous plaît. Écrivez un message. Ok. Donc, je sais pas. Ok, ça enregistre. Je m'assurerai juste que on enregistre. Ok, je veux juste encore avoir confirmation des uns et des autres. Est-ce que vous voyez l'écran que je partage, s'il vous plaît? Faites encore un oui et puis là, je vais commencer la présentation. D'accord, super, c'est bon. Merci. Ok, bonjour à tous et à chacun. Désolé, aujourd'hui, c'est pas trop la grande forme. Et comme c'est pas trop la grande forme, je vais juste faire le strict minimum. Strict minimum, c'est-à-dire je vais faire la petite présentation. Peut-être on va poser quelques questions. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vidéo. Et la semaine prochaine, on va juste continuer. C'est parce que j'avais déjà lancé le communiqué et autres là. Et puis bon, je n'ai pas trop l'énergie à pouvoir supporter trop longtemps. Mais qu'à cela ne tienne aujourd'hui quand même, je tenais à ce qu'on puisse vra- travailler un peu sur cette thématique que je trouve extrêmement importante et qu'on aura encore même la semaine prochaine l'occasion de partir beaucoup en détail parce qu'il y a beaucoup de volets, il y a beaucoup d'aspects dont on doit prendre en compte. Donc, pour ce webinaire aujourd'hui, c'était, comme vous pouvez le remarquer, depuis 3 mois, aujourd'hui, nous essayons de démystifier le bio et nous ne comptons pas nous arrêter d'ici tout tant que nous aurons la force, la vitalité qu'il faut parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit remettre sur pied en agriculture. Il y a beaucoup de leviers. On doit donner donc envie aux gens de ne pas être juste des spectateurs, mais des acteurs en cette agriculture biologique. Comme j'aime souvent, il y a plusieurs formes d'agriculture, hein, mais je préfère l'agriculture biologique parce que je pense que c'est une agriculture qui est non seulement radicale, mais elle a toutes les solutions qu'il faut et puis il ne faudrait pas qu'on fait entre deux, soit ce qu'on fait de manière biologique et de manière saine. Et il y a tellement de solutions. C'est parce que on nous a fait croire le contraire. Et aujourd'hui, nous avons la thématique qui porte sur les mauvaises herbes. Est-ce que les mauvaises herbes sont vos meilleurs alliés? Transformer l'ennemi en un biopesticide. S'il vous plaît, arrêtez votre micro, je vous en prie. Celui qui vient d'arriver, arrêtez votre micro. Ok, donc pour ce qui est donc ici là, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'on peut transformer les mauvaises herbes en ressources concrètes comme les biopesticides, les engrais utilisés comme paille et dire ainsi, il est important de comprendre la mécanisation, le mécanisme d'action, c'est-à-dire comment est-ce que les mauvaises herbes on peut utiliser comme des répulsifs. Comment est-ce qu'on peut bénéficier de la toxicité sélective de ces de ces mauvaises herbes pour pouvoir lutter contre les pestes? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme antifongique? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme antibactérien? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme induction de défense? Maintenant, l'autre chose, s'il vous plaît, arrêtez votre micro. Si vous, l'autre chose, c'est comment est-ce on peut maîtriser les procédés de préparation et d'application, soit en macération, soit en décoction, soit en fermentation et les dosages. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut garantir la sécurité et protéger les pollinisateurs comme les différentes abeilles, comme vous voyez là, et respecter l'environnement. Donc, notre webinaire aujourd'hui, ça cherche à vous rendre autonome, même avec les mauvaises herbes, qui peuvent être une économie santé. Je le dis pourquoi? Parce que
La plupart des temps, lorsqu'on va revenir et autres là, on va dire à certains gens, il y a certains gens qui vont dire, bon, ok, pardon, comment est-ce qu'on peut passer? C'est trop facile aujourd'hui. Comment on a besoin des différents herbicides et autres? Ou bien trouve-nous les différents herbicides. Ça, c'est chaque jour. Trouve-nous des solutions pour les herbicides biologiques. Et très souvent, je dis que non. Les solutions dont vous dites pour les herbicides biologiques, les mauvaises herbes dont vous parlez là, sont plutôt nos différents alliés, sauf que ils sont importants pour nous. Sauf que nous ne savons pas comment est-ce qu'on va donc les utiliser. C'est pour cela que ici, on va donc vous montrer un ensemble de mauvaises herbes qui, après qu'on va les défricher, on pourra donc utiliser pour plusieurs formes d'utilisation. Et ici, là, on va aussi insister que bien qu'on puisse utiliser donc les mauvaises herbes comme biofertilisants, biostimulants, hormones de croissance, biopesticides, il est important aussi d'insister la rigueur sur la qualité d'eau, le pH, la compatibilité et la sécurité. Donc, et puis aussi préparer la suite. On va d'abord voir comment certains extraits agissent, quelles sont les molécules qui nous intéressent et comment les préparer. Mais comme je l'ai dit, vous allez m'excuser aujourd'hui. En réalité, je ne pourrai pas prendre toutes ces différentes thématiques. Je vais aller juste de manière générale pour vous donner un avant-goût. Mais la semaine prochaine, ça c'est sûr, dimanche de la semaine prochaine, je vais aller en profondeur parce que je ne suis pas très en forme. Raison pour laquelle j'ai été obligé de court-circuiter un certain nombre de choses. Mais ayant de respect pour vous et ne voulant pas que pour certains attendant le webinaire puisse avoir une certaine déception, j'ai donc décidé de faire un peu une présentation rapide et synthétique. Mais la semaine prochaine, j'irai en profondeur. Donc, les mauvaises herbes, s'il vous plaît, mettez coupez le micro, je vous en prie. Donc, les mauvaises herbes, vues de manière classique, on voit ça comme quoi? On voit ça comme des concurrents, comme des éléments qui font perdre de rendement et une image négative. Oui, si on ne défriche pas les mauvaises herbes dans notre champ et qu'on met nos différentes cultures, ça va créer une compétition et forcément, ça va impacter les différents rendements. Ça, c'est pas faux. Mais par contre, il y a d'autres qui sont considérés comme mauvaises herbes qui, si on les on, après les avoir saclés, défrichés, on peut donc les valoriser. Et parmi ces différents trucs-là, donc, on a dans certains qui sont des réservoirs de molécules actives comme insecticides, fongicides et répulsifs. Les exemples comme les feuilles de titonia, comme vous voyez là, l'ortie, le nîmes et le ricin. Donc, maintenant, il faut savoir que ce qu'il faut commencer par rappeler, c'est que ces mauvaises herbes donc, volent la place des nutriments de nos cultures. Donc, ce qui fait à ce qu'ils sont en compétition, puisqu'ils ont des racines et ils absorbent ces différents trucs, forcément, c'est la raison pour laquelle, comme ils prennent donc cela au niveau des différents éléments par leurs racines au niveau du sol, une fois que lorsqu'on les défriche, certains qu'on pourra donc identifier, on pourrait utiliser, ils ont donc des molécules utiles qui sont bonnes pour nous. Par exemple, le Titonia diversifolia, feuille marguerite qui pousse partout en Côte d'Ivoire, partout au Congo, partout au Gabon, partout au Cameroun, en Guinée, partout, sont des plantes qui non seulement sont riches en azote, le fait d'être, ils sont d'abord des mauvaises herbes, mais elles sont riches en azote, et puis aussi sont des répulsifs naturels. On le verra probablement la semaine prochaine de manière pratique et concrète. L'ortie, par exemple, c'est une mauvaise herbe, ça pousse facilement. Par exemple, pour le titonia, lorsque je ferai la formation au niveau de N'Djamena, je vais introduire cela et au mois de septembre, parce que le titonia, c'est une zone
qu'on trouve par excellence dans des zones à forte pluviométrie. Mais à ce niveau, on a déjà eu à intégrer ça au Niger, en Mauritanie, au Sénégal, au Burkina. Et en septembre, on va l'introduire au niveau du Tchad. C'est une plante très résistante, très merveilleuse. Et aussi en début novembre, si peut-être à Dieu, au Mali. Donc, et on a donc l'ortie qui est insecticide, qui est une mauvaise herbe, mais qui est un insecticide doux et un fortifiant. On a le Nîmes qui contient donc une matière active qu'on appelle donc l'azadiractine. L'azadiractine qui permet de lutter contre 200 insectes différents. On a le ricin qui est aussi un alcaloïde puissant. Et on reviendra un peu en détail de manière pratique sur ça la semaine prochaine quand je ferai les aspects pratiques. Mais aujourd'hui, je veux juste que vous puissiez avoir donc un certain nombre d'approches et de connaissances par rapport à cette thématique qui est vraiment consistant. Maintenant, quand on reconnaît comme ressource, voyons maintenant comment est-ce qu'elle agit sur certains ravageurs. Et là, je vais donc aller un peu de manière théorique et puis la semaine prochaine, on ira de manière pratique. Maintenant, le mécanisme d'action donc de ces différents biopesticides. Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Il y a d'autres qui sont répulsifs et qui sont genre le perturbateur olfactif. Ça veut dire quoi? Que certaines de ces plantes-là dégagent une odeur qui brouille l'orientation des insectes. Donc, ça brouille leur orientation. Et dans ces mauvaises herbes-là, on a donc d'exemple le basilic, le nîmes et la citronnelle. Donc, vous voyez que si on utilise le basilic, la nîmes, s'il vous plaît, quelqu'un a son micro allumé, qu'il arrête, je vous en prie. Si on utilise le basilic, pardon, que la personne arrête. Si je m'arrête pour aller regarder qui est cette personne, je serai obligé de retirer la personne et je ne veux pas faire ça, s'il vous plaît. Ok, je dis maintenant. Excusez un instant. Ok. Maintenant, lorsqu'on parle donc de répulsif et non, pardon, j'avais déjà fini avec ça. Donc, lorsqu'on parle donc le deuxième élément, on parle donc des plantes qui ont des toxicités sélectives. Donc, ça veut dire que dans ces plantes-là, ces mauvaises herbes-là, les molécules végétales agissent comme des poisons naturels sur des insectes ou des nématodes ciblés, sans tuer les pollinisateurs. Les pollinisateurs, nous avons vu tout à l'heure, là, c'était les abeilles, sans toutefois les tuer. Mais il y a ce qu'on appelle une toxicité sélective. C'est toxique pour les insectes et les nématodes, mais c'est pas toxique pour les abeilles. Exemple, le nîmes et le ricin. Maintenant, on a une autre catégorie de plantes qui sont considérées comme antifongiques et antibactériennes. Donc, ces extraits bloquent la germination des spores des champignons et ralentissent les bactéries. Bon, la plupart ici, là, c'est l'ail, l'oignon et le gingembre. Mais je vais préciser quelque chose. Moi, dans la plupart des recettes, je ne suis pas trop fan de ail, oignon, gingembre pour toutes les solutions. Elle peut être optionnelle parce que j'estime que l'ail, l'oignon et le gingembre entrent d'abord en compétition humaine et à un coût élevé. Et comme on veut faire donc une production par rapport à cela, on le fera. Et lorsqu'on viendra sur les propriétés antifongiques et bactériennes, on pourra voir qu'à la place de l'ail, gingembre, autre là, on pourra utiliser les plantes comme les feuilles de papaye, les plantes comme les feuilles, en plus des feuilles de papaye, on peut avoir aussi les feuilles de certaines plantes amères qui ont beaucoup plus
des propriétés antifongiques et antibactériennes. Et maintenant, on a donc d'autres plantes qui ont induit donc la défense naturelle. Donc, l'application de ces extraits de plantes-là permet de renforcer le système immunitaire de la plante qui fabrique ses propres molécules de croissance, comme les décoctions de prêle, les décoctions d'ortie et de chistonia. Je vous ai dit que on verra en détail tous ces différents trucs de manière pratique la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vous fais donc une présentation, vu que c'est pas trop la grande forme. Maintenant, derrière ça, on a les extraits de Nîmes aussi, qui sont riches, qui sont repulsifs, insecticides, fongiques. La prêle, qui est riche en silice et qui active la défense des plantes contre les maladies. Je vous présenterai aussi cela. Donc, vous voyez que une seule plante peut avoir plusieurs modes d'action ou d'efficacité. Mais il est important d'alterner et de combiner pour éviter la résistance. Raison pour laquelle l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer qu'il y a comme ça 111 mauvaises herbes qu'on peut utiliser ou bien 111 ressources locales qu'on peut utiliser pour pouvoir faire une production. Donc, comme vous l'aviez vu ici, il est donc question pour nous de voir que lorsqu'on parle de repulsion et toxicité sélective à parler, certaines, comme j'ai dit, certaines odeurs éloignent ou désorientent certains insectes, exemple le basilic, le nîmes, la citronnelle. Et la toxicité sélective, certaines molécules végétales agissent comme des poisons spécifiques. Je l'ai rappelé un peu plus tôt. La tractine de l'azadiractine qui vient du Nîmes, qui est un insecticide naturel, et puis la résine, qui est un nématicide naturel. Et aussi, il faut noter qu'il faut faire une différence entre repousser et tuer. Le Nîmes est une toxicité sélective, c'est-à-dire ça tue, ça élimine les insectes, tandis que les basiliques, les citronnelles, donc les propriétés naturelles du Nîmes et de la résine tuent les insectes, notamment même lorsqu'on les écorce tuent beaucoup plus, l'huile de Nîmes aussi. Et puis, tandis que les basiliques, les citronnelles, eux, ils repoussent, c'est-à-dire eux, par leur odeur forte, ils perturbent donc leur désoriente. Le fait qu'ils perturbent, ça les empêche de ne pas venir plutôt dans votre champ à cause de leur odeur forte. Donc, et comme antifongique et antibactérien, on a l'ail, l'oignon, le gingembre qu'on a présenté tout à l'heure là. Et puis ceux qui ont donc la possibilité d'avoir une injection pour renforcer le système immunitaire, on a donc la prêle, l'ortie, et les plantes alors fabriquent ses propres molécules de défense. Maintenant, à côté de ça aussi, on a les huiles essentielles et terpènes, donc les molécules volatiles à forte odeur repulsive ou toxique, comme les feuilles d'eucalyptus, la citronnelle, la basilic. Et puis aussi, donc, ils renferment donc une substance qui est en même temps amère et une toxicité pour certains insectes. Et il faut insister que la force olfactive, c'est-à-dire l'odeur, est nuisible. L'odeur, certes, est forte pour nous, mais ça ne peut pas nuire à notre santé, mais elle déroute donc les différents insectes. Exemple, une infusion de citronnelle ou de basilic éloigne les mouches et les pucerons. Comme vous pouvez le voir ici en image, là, la graine que vous voyez à côté là, c'est donc les graines de ricin. Donc, et ils ont des propriétés alcaloïdes, saponines, tanins, flavoïdes. Et quand on parle d'alcaloïdes, je vous rappellerai la semaine prochaine, je reviendrai encore un peu en profondeur sur ça. Désolé que cette semaine, ça ne soit pas trop ça. Le problème, c'est que lorsqu'on va vouloir parler des différentes mauvaises herbes, si ceux qui font l'agriculture conventionnelle ont réussi à pouvoir berner tout le monde, c'est parce que ils utilisent
euh, des thèmes. Ils utilisent les noms comme les différentes matières actives. Ils utilisent des choses comme les antioxydants et autres juste pour pouvoir nous faire, pour mystifier la chose et pouvoir faire comprendre qu'il est impossible pour nous de pouvoir même penser à l'agriculture biologique, à pouvoir penser à certaines propriétés. Et pourtant, tout ça est disponible dans la nature. Or, lorsqu'on parle par exemple des alcaloïdes, ce sont des substances amères qui sont souvent toxiques. Comme, euh, et maintenant, l'autre chose que je vais parler ici, là, c'est que lorsqu'on parle de toxicité, il y a une notion qu'on parle en agronomie de dose létale. Le problème, c'est que ceux-ci ont une dose, et lorsqu'on parle d'une dose létale 50, ça veut dire que c'est la dose qui est acceptée. Mais généralement, ces différents ont une dose létale largement en dessous de ces 50 qui n'ont pas un problème, qui ne peuvent pas nuire aux insectes utiles, mais ciblent plutôt. Là, on parle d'une toxicité sélective. Il y a un niveau de toxicité qui nuise donc à des insectes et à certains champignons, comme le tabac qui renferme de la nicotine, la résine qui renferme du ricin. Et maintenant, on a d'autres, par exemple, la saponine qui a une action insecticide et antifongique. Et on a donc parmi ça même les feuilles de gombo aussi ont ces propriétés, ou bien le quinoa. Maintenant, on a d'autres éléments, toujours en termes de toxicité, en termes d'éléments qui renferment du tanin et de la flavonoïde, soit qui sont des antioxydants, soit des antifongiques, soit protecteurs naturels. Exemple, les écorces de mangue et les feuilles de goyavier. Donc, souligner que beaucoup de plantes en Afrique regorgent tous ces molécules. Lorsqu'on fait une décoction de feuilles de goyavier contre les bactéries, la vérité, c'est qu'il ne fallait pas qu'on reste fiché. Ce que je vais juste faire à travers ce webinaire, c'est de montrer qu'il y a différentes opportunités et comment est-ce qu'on les utilise. Maintenant, on a une autre catégorie de différents éléments matières actives qui sont le latex, les acides organiques et les cendres alcalins. Le latex a un effet irritant et protecteur. Exemple, latex issu donc des feuilles de papaye ou bien de l'euphorbia. Je vous présenterai cela la semaine prochaine. On a l'acide organique tel que l'acidification du milieu qui est un frein pour les pathogènes. Exemple, le vinaigre naturel ou bien l'acide nitrique des agrumes. C'est un frein naturel. Je reviendrai sur ça en profondeur et de manière détaillée. On a par exemple la cendre alcalin qui est riche en potasse, qui est en même temps antifongique et modifie le pH. Par exemple, les cendres de bois ou les coques de cacao. On a maintenant ici les différents types d'utilisation parce qu'on peut l'utiliser soit en macération ou en infusion ou en décoction. En macération, donc les plantes, ça peut être soit les plantes fraîches ou sèches trempées dans de l'eau froide 12 à 48 heures. On fait donc une extraction douce, l'idéal pour les molécules fragiles, c'est idéal pour les molécules fragiles comme les basiliques et l'ortie. Vous voyez que ici là, on passe à une macération parce que les molécules ne sont pas dures. Il ne faut pas une cuisson pour pouvoir faire cela. Donc, ce qui fait ce que généralement pour les trucs comme les basiliques et l'ortie, c'est bien de faire donc une macération. Par contre, si on veut faire macération, c'est comme vous voyez ici là dans le seau, on met dans l'eau et puis on fait ça qu'on appelle, on frotte pour obtenir. Donc, ça c'est pour donc ceux qui ont donc les molécules fragiles. Pardon, excusez. Maintenant, ici là, on peut aussi avoir ce qu'on peut passer donc en infusion ou en décoction. Qu'on peut faire verser dans l'eau chaude sur infusion, on va verser de l'eau chaude sur les plantes 15 à 20 minutes parce que c'est pas facile d'extraire rapidement les choses comme les nimes et autres. Là, il faut passer donc par
c'est différentes à forte température pour extraire donc la matière active. On peut bouillir entre 15 et 30 minutes, pour d'autres 30 à 60 minutes en fonction de ce qu'on veut utiliser. Et les parties dures des plantes beaucoup plus les racines, les écorces pour extraire donc la molécule. Maintenant, et ces différents choix-là, ça dépend beaucoup plus de la nature végétale de la plante. Les fruits, c'est beaucoup plus bien en fermentation ou en macération, alors que les écorces et les racines, c'est beaucoup plus bon en décoction, parce que si on passe en macération ou en fermentation, ça ne pourra pas libérer la matière active. On a donc la fermentation et la macération, oui, alcoolique. Donc, il y a d'autres plantes qu'on mélange avec de l'eau, plus la plante, parfois du sucre, de la mélasse. Et ces micro-organismes transforment les molécules en produits actifs. Exemple, le titonia fermenté. On a aussi une macération alcoolique, donc l'utilisation de l'alcool ou l'huile comme solvant et l'extraction d'huile essentielle ou molécules pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse donc faire le mélange. Donc, et il faut savoir que lorsqu'on fait une fermentation contrôlée, c'est pour éviter la putréfaction. Et lorsqu'on fait une fermentation de Nîmes à l'alcool, c'est pour extraire donc le concentré et pour extraire donc les différents concentrés et que ce soit efficace. On a maintenant aussi des poudres et des cendres, comme j'ai parlé des feuilles, des graines, des utilisations directes comme feuilles de Nîmes, la cendre résidue de bois et la cendre qui est riche en potasse, antifongique et insecticides. Donc, on a certains adjuvants naturels, on les ajoute pour améliorer l'efficacité des extraits végétaux, comme pour favoriser l'adhésion des produits sur les feuilles, ou même pour faciliter la pénétration des molécules. Par exemple, on a donc les mucilages du gombo, qui est un gluant qui s'appuie facilement adhérer. Épaisseur est naturel et permet donc une couverture sur la superficie. Ceci, ça permet de pouvoir utiliser lorsque on veut que ça adhère et que quand on est en zone pluvieuse, comme actuellement en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il pleut beaucoup, c'est la saison pluvieuse. Donc, ils sont obligés de mettre donc un adjuvant naturel pour que ça puisse adhérer avec le produit qu'on a eu à faire et pour que lorsqu'on applique sur la plante, ça puisse coller. Donc, on parlera aussi par exemple du paramètre sur le pH de l'eau et puis l'eau propre trop calcaire réduit l'efficacité de certains extraits. Et puis, on peut aussi parfois ajouter un peu de jus de citron ou de vinaigre naturel pour corriger l'eau qui est trop basique. Donc, vous voyez qu'il y a toujours pour chacune des différentes, c'est toujours important de pouvoir souligner que parfois aussi la qualité de l'eau est souvent négligée, mais pourtant c'est crucial. Par exemple, une décoction d'ail perd son efficacité si elle est mélangée avec de l'eau trop calcaire. Les micro-organismes, si on l'utilise avec l'eau des robinets qui a subi du chlore, ça va réduire leur efficacité parce que ça va neutraliser certains éléments. Donc, maintenant, compatibilité et incompatibilité. Certaines associations augmentent l'efficacité. Par exemple, le Nîmes et l'ail, c'est un insecticide plus un fongicide. L'ortie et la prêle, c'est un stimulateur plus un antifongique. Mais certains mélanges sont déconseillés. Trop d'extraits concentrés créera donc des brûlures foliaires. Donc, il faudra éviter les mélanges acides et alcalins. Je viendrai sur ça la semaine prochaine en détail de manière plus pratique. Donc, il faudra aussi savoir que généralement, lorsque je fais des différentes formations, il y a un certain nombre de les formations pratiques lorsque je fais. Lorsque je demande par exemple de faire 2, 3, 4, 5 plantes, la plupart de ces feuilles et plantes sont des plantes qui ont une activité, qui ont une matière active parfois fragile. Et quand ils ont une matière active fragile, comme surtout les mauvaises herbes qu'on retrouve facilement, leur associé, c'est bien parce qu'ils se complètent.
Mais parfois, ils ont une matière active ou bien une toxicité sélective, c'est souvent dangereux. Et la semaine prochaine, je vais revenir un peu sur cela en vous montrant les différentes combinaisons possibles et les, ce que vous deviez donc pouvoir faire. Bon, il y a aussi les volumes et les fréquences de traitement, mais véritablement, vivement, compte tenu de vraiment ce que vous avez remarqué, compte tenu de mon état de santé, je ne peux malheureusement pas aller beaucoup plus en détail que cela. Ce n'est vraiment pas la grande forme. Bon, j'ai essayé juste aujourd'hui de ne pas vous faire faux bon par rapport à ce qu'on est en train de faire. Je vais peut-être prendre deux ou trois questions. Questions juste de pouvoir savoir, mais je m'excuse vraiment de... Bon, aujourd'hui, c'est pas trop ça, parce que je suis à peine à 30 minutes. Et je pense que je risque de lâcher ce que je force, mais c'est juste parce que c'était par respect pour vous, par respect pour le temps que vous avez pris pour pouvoir le faire. Et puis, généralement, j'aime bien prendre le temps de pouvoir détailler les différents webinaires. Donc, je vais donner juste deux ou trois questions. Je sais que le webinaire était un peu bref, mais oui. Bon, dans tous les cas, je pense, je vais déjà d'abord même, si je ne suis pas très sûr à être en mesure de pouvoir répondre à vos questions, je pense que je vais prendre congé de vous. Je m'excuse déjà d'abord pour ce désarroi, mais je n'avais pas voulu vraiment passer le message comme ça dans le groupe en disant que j'ai annulé, autre là. Je voulais essayer de faire, mais je pense que si c'est ce que je fais, je risque de craquer. Donc, je vais déjà m'excuser auprès de vous pour cela. Ce n'est que partie remise. Et je pense que quand mes batteries seront véritablement rechargées, la semaine prochaine, on y reviendra. Je m'excuse déjà pour tout cela, euh, pour, pour ceci, pour ce désagrément, parce que je me suis dit même qu'en poussant un peu plus, mais je me rends compte que plus je passe le temps, plus je n'y arrive pas. Donc, vous allez m'excuser pour cela. Je vais enregistrer le webinaire, le peu. C'est vrai, c'est pas grand-chose que j'ai fait, mais on va revenir un peu plus fort. Je vais revenir un peu plus fort, un peu plus vitalisé la semaine prochaine et on va continuer. Donc, merci et à nous revoir. Je sais pas trop le grand fond.